Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Respect. Le but de ce podcast, vous présenter tous les 15 jours un invité dont l'action a une influence positive sur la société. Peu importe son champ d'action, qu'elle soit issue de l'entrepreneuriat, de l'associatif, du sport, du culturel ou encore du public. Ce qui compte, c'est qu'elle ait décidé de se bouger. Leur point commun, énergie positive, courage, détermination et sens du fair play. Bonjour, Xavier Teichmann pour Respect. J'espère vous donner une bonne dose d'énergie positive aujourd'hui en recevant Steven Beckers. Et bonjour Steven. Bonjour. Alors, avant de te demander de te présenter, je vais simplement dire à nos auditeurs pourquoi on te reçoit dans le podcast aujourd'hui. Alors bon, oui, ça va être un peu compliqué parce que tu es vraiment multicasquette. Hein. Moi, je vois que tu es architecte, ça c'est quand même la base, mais conférencier, prof. Et au fait, tu es dans ce podcast parce qu'il y a deux personnes qui m'ont parlé de toi, que je salue d'ailleurs, c'est Chloé et Lara. Et m'ont dit il faut absolument que tu rencontres Steven parce que votre podcast parle de personnes dont les actions ont une influence positive sur la société et Steven est la personne au top pour ça. Donc voilà, moi je te reçois plus pour le projet Big, mais je sais qu'il y a aussi le Lateral Thinking Factory, enfin il y a pas mal de choses, mais avant que tu nous parles de tout ça, je vais te demander de te présenter. Je ne sais pas si ça va être possible de le faire en quelques mots, mais voilà, je te cède la parole. Merci Xavier d'abord de m'inviter. Me présenter en quelques mots, je suis belgo-anglais, j'ai 61 ans depuis quelques jours. Je pense en effet qu'une très grande partie de mon activité a toujours été en tant qu'architecte, en tant que consultant, en tant que prof, conférencier ou administrateur de société, etc., a toujours été l'impact positif. J'ai toujours voulu faire en sorte de voir le bon côté des choses et la manière de faire avancer les choses plutôt que de voir les problèmes. Parfois, ça m'a joué des tours. Donc, j'ai travaillé comme architecte pendant une trentaine d'années. J'ai commencé avec un projet pendant mes études, à la fin de mes études à Saint-Luc à Bruxelles, qui était un projet au Maroc, où j'ai gagné un prix Aga Khan. J'ai déjà défini à ce moment-là un projet qui était complètement basé sur toutes les notions d'environnement. Et toute ma vie, j'ai travaillé autant au niveau personnel que dans ce que j'ai pu produire ou initier. J'ai travaillé dans le domaine de l'environnement, dans l'environnement urbain. Ok. Déjà, bon anniversaire. Ah, merci. Oui, c'était en 1985, ce projet au Maroc. J'ai fait mes devoirs, j'ai été voir tout ça. Tout à fait. Donc, oui, puis après, je vois que tu as travaillé sur des tout petits projets comme le Berlaymont, tu es passé par Art & Build aussi. Donc, enfin bon, c'est pour en citer que quelques-uns, mais j'ai vu que les awards se succédaient aussi. Et effectivement, avec toujours cette ligne durable. D'ailleurs, l'award pour l'hôtel au Maroc, c'était sur sustainability. Donc, oui, tout à fait. En fait, même pour le Berlaymont, on a gagné beaucoup de prix avec Pierre Lallemand à l'époque, qui étaient des prix internationaux. J'ai travaillé en Suisse, j'ai travaillé à Londres pendant 10 ans, en Suisse pendant 2 ans. Et chaque fois, dans ces domaines-là, que ce soit pour des projets de bureaux, d'hôpitaux, de centres commerciaux, etc., j'ai même dessiné des casinos qui ont gagné des prix. Durables. Des casinos durables. En fait, il faut savoir que c'est des casinos en France, ce sont des bâtiments publics. Oui. Et donc, voilà, je me suis posé des questions aussi à l'époque avec Art & Build, savoir si c'était une bonne chose ou pas de travailler sur des casinos. Et en fait, ce sont aussi des bâtiments de spectacle, de restauration, etc. Ce sont des bâtiments publics. Donc, et de toute façon, ils seront faits, donc autant qu'ils soient bien faits, quoi. Oui, enfin bon, ça on peut dire de beaucoup de choses, mais en effet, de nouveau, j'en ai vu le côté positif, qui n'était pas peu rémunérateur d'ailleurs pour le bureau, donc c'était une bonne chose pour pouvoir développer d'autres choses aussi. Oui, d'accord, ok, très bien. Moi, je voudrais que tu me parles un peu plus du projet Big. Big est né en fait en 2015 à peu près. L'idée est sortie en 2013. J'ai travaillé beaucoup en Chine. J'ai conseillé le gouvernement chinois en matière d'économie circulaire, ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie circulaire, le cradle, on va dire le développement durable. Et je me suis rendu compte dans les grandes villes chinoises qu'il n'y avait
plus de nourriture fraîche qui pouvait facilement arriver au centre-ville, pour des simples raisons de logistique, et que les fermiers étaient aujourd'hui dans des appartements, en général assez horribles, on imagine ces grandes tours en Chine, et qui n'avaient plus de terre à cultiver, c'est-à-dire qu'on leur avait retiré leurs concessions, on les avait mis en ville et sans boulot. Et donc je me suis dit, au fond, s'il n'y a plus d'alimentation fraîche en centre-ville et que les fermiers sont dans des appartements à se tourner les pouces, pourquoi pas faire l'agriculture urbaine? Alors j'en ai discuté sur plusieurs projets, notamment du côté de Wuhan où il y a eu le grand tremblement de terre. Et la question s'est posée de comment reconstruire avec notamment l'industrie, avec de l'agriculture sur les toitures à la place des champs qu'ils remplaçaient. Et par prudence, j'ai décidé d'abord tester ça en Europe avant d'essayer ça en Chine. Et donc le projet de Big Anderlecht est né comme ça, en discussion aussi avec les fondateurs de Cradle to Cradle, notamment avec Douglas Mulhall et avec un professeur de TU Delft. On s'est dit, mais comment est-ce qu'on peut utiliser les toits de manière utile et pas seulement photovoltaïque et donc réduire les effets d'îlots de chaleur, etc. Comment est-ce qu'on pouvait avoir un impact positif sur la ville? Comment on pouvait rendre la ville productive? Et ça, c'est l'aspect positif. C'est évidemment une question d'emploi, une question d'intégration sociale, mais c'est aussi une question d'économie, c'est une question de réduire l'empreinte carbone, c'est une question de créer de l'humus, de créer de la production, de l'alimentation saine, locale et 0 kilomètre. C'est ça. Et donc, pour expliquer plus à nos auditeurs, parce que je ne l'ai pas cité, mais au fait, le premier projet, tu me corriges si je raconte des bêtises, parce que je ne voudrais pas faire de la désinformation, c'est donc Anderlecht sur le toit des abattoirs, c'est ça? C'est sur le toit du marché du Foodmet, qui est sur le site des abattoirs. Il faut savoir que le site des abattoirs, c'est un site de 10 hectares, géré de façon privée. Et au moment, en 2014-15, quand j'ai regardé ce projet, le bâtiment du Foodmet était en construction. Et ils avaient prévu de mettre de l'agriculture urbaine. Okay. Je suis venu avec un projet d'aquaponie, c'est-à-dire de produire poissons, fruits et légumes dans un même cycle. J'ai vérifié qu'il y avait moyen de mettre 200 tonnes d'eau, parce que c'est le cas sur la toiture, qu'il y avait moyen d'y mettre des serres, etc. Ça a été pas mal d'études, demande de permis, etc. Ce qui fait que on a construit le deuxième semestre de 2017, on a construit la serre et la pisciculture, et en 2018, on était en opération, et ça fonctionne bien maintenant. On a eu des hauts et des bas, on a eu des retards, on a eu certains surcoûts. Aujourd'hui, on a des nouveaux partenaires qui sont Veolia, qui sont rentrés dedans avec à la fois un savoir-faire et une possibilité de développer le projet au niveau international. L'idée que j'ai depuis le départ, c'est pour ça que ça s'appelle BIG aussi. BIG, c'est pour Building Integrated Greenhouse, donc des serres intégrées au bâtiment. Mais pour moi, c'est aussi un big impact, l'impact positif dont je parlais tout à l'heure. Et puis big au sens, je pense que c'est quelque chose qui va vraiment pouvoir grandir. L'agriculture urbaine est quelque chose qui existe dans le monde depuis toujours. Il y en a énormément. Il y en a peu qui, en dehors des pays émergents où l'agriculture permet à des gens de réellement vivre. Chez nous, c'est un peu gadget pour le moment, en tout cas dans la plupart des projets. Et c'est pas une critique quand je dis que c'est gadget au niveau économique. C'est-à-dire qu'au niveau social, au niveau lien social, etc., c'est très important. Moi, je voulais vraiment que ça puisse devenir un moyen de subsistance, de payer des gens et de produire de l'alimentation pour, à terme, des milliers et des milliers de familles. Oui, c'est ça, il y a cette dimension économique qui est quand même importante aussi. Et c'est vrai que quand tu dis gadget, oui, ça pourrait paraître péjoratif, mais je vois ici, donc nous, on a nos studios à Braine-le-Château, il y a Tubize plus loin, il y a ça à Bruxelles aussi, mais il y a des potagers partagés, il y a plein de choses. Comme tu dis, le lien social est assez important, mais c'est vrai que j'ai pas l'impression que ce soit économiquement viable, quoi. C'est plus ça participe à nourrir les personnes qui travaillent dessus ou qui s'en occupent. La plupart des projets associatifs fonctionnent assez bien, mais quand on ne peut même pas payer la personne qui gère le projet, ça peut devenir un chancre ou un problème aussi. Je me souviens quand j'ai fait les premières démarches dans la région Bruxelles-Capitale, j'ai été voir différents bourgmestres et chefins, etc., en disant j'aimerais bien faire l'agriculture urbaine. La première réaction c'était encore un chancre.
Parce qu'il y a des gens qui se bagarrent, parce qu'il n'y a pas un fermier dans la tête de chaque habitant. Il y en a qui trouvent ça bien, il y en a qui trouvent ça inutile. Mais aussi, si quelqu'un volontairement et bénévolement travaille sur un projet, parfois, ce n'est pas évident de tout faire et de ne pas se faire aider, ou en tout cas de gérer, de pouvoir dire aux autres, d'avoir quelque part un certain pouvoir de gestion sur le projet. Donc l'idée ici est de combiner effectivement une production rentable avec la gestion, et à côté de ça, c'est ce qu'on a sur les toits des abattoirs avec les potagers extérieurs. Bon, ça reste de la production, mais on est en économie sociale avec Atelier Grow Thailand qui nous fournit de la main-d'œuvre et qui prend les produits de la partie extérieure. Enfin, la plupart des produits, sauf les petits fruits et toute une série de choses qu'on cultive nous-mêmes. Mais c'est cette combinaison qui fait que le projet est vraiment intégré dans ce quartier à Anderlecht. Okay. Et d'ailleurs, c'est une des grandes réussites, c'est qu'un jour, il y a un chauffeur de taxi qui a dit à quelqu'un qui venait visiter la ferme, qui voulait développer une ferme ailleurs, et quand le chauffeur de taxi a compris qu'il allait voir la ferme Big, il a dit « Ah, vous savez quoi ? Ici dans le quartier, parce que c'était un chauffeur de taxi qui habitait dans le quartier, il a dit ici dans le quartier, on ne dit plus qu'on habite à côté des abattoirs, on dit qu'on habite à côté de la ferme Big. » Ah, mais c'est chouette. C'est génial. Donc ça veut vraiment dire qu'il y a une intégration. Ben oui, d'office. Pour nos auditeurs et pour moi aussi, parce que même si je me suis renseigné, comment ça fonctionne au fait, cette histoire d'aquaponie voilà, est-ce que tu peux un peu plus nous expliquer le projet, parce que je trouve ça assez impressionnant en fait. D'abord, je vous conseille de voir un film qui s'appelle Seaspiracy, qui fait un buzz pour le moment énorme. C'est sur Netflix, quoi. C'est sur Netflix. Ouais. C'est un documentaire d'une heure et demie qui explique quel est le problème de la pêche et quel est le problème mondial de ce qu'on fait à la mer. Donc, un des aspects qui est important, c'est d'arriver à... Alors, soit on mange plus de poissons, soit on mange du poisson d'eau douce qui est élevé dans des conditions convenables. Il faut savoir que la plupart des piscicultures polluent énormément parce qu'elles rejettent l'ammoniac, c'est l'urine des poissons, directement dans la nature, et qu'il faut remplacer l'eau à peu près des bassins, on va dire, à peu près 3 fois par jour pour que les poissons ne s'auto-asphyxient pas. Nous, on a un système qui nettoie l'eau naturellement avec des bactéries, ça s'appelle un biofiltre, qui nettoie l'eau 2 à 3 fois par heure. Pas 3 fois par jour, en tout cas 2 fois par heure. Ça veut dire qu'on consomme, d'une part, 50 fois moins d'eau. Ce n'est pas 50%, c'est 50 fois. Donc, on consomme 2% de l'eau d'une pisciculture normale. Et que l'eau qu'on consomme, qui est environ peut-être 4, 5, 7, 10% en pleine canicule, etc., cette eau est utilisée pour nourrir les plantes qui poussent à côté. Des tomates, des herbes et toutes sortes de légumes, fruits que nous avons en serre, et les potagers extérieurs. Donc en fait, on a un projet qui est totalement neutre au niveau de l'utilisation de l'eau. C'est en plus de l'eau qu'on capte dans le sol juste en dessous, qui par chance à 70 mètres de profondeur est de l'eau qui est suffisamment propre pour les poissons. Il faut savoir que les poissons sont beaucoup plus sensibles à la qualité de l'eau que nous le sommes. Ah, c'est marrant, j'aurais dit l'inverse. Moi, je me dis justement. Mais ils vivent dedans quand même. Oui, c'est vrai, t'as raison. Et surtout, là, jusqu'à présent, on avait élevé des bars rayés. On a changé parce qu'on veut développer avec Veolia la truite saumonée. Parce qu'il faut trouver absolument, et c'est pour ça qu'il faut voir le film dont je parlais tout à l'heure, Seaspiracy, il faut absolument trouver une alternative au saumon. Certaines personnes en France nous disent que le marché de la truite pourrait en quelques années prendre 40 à 50% du marché du saumon dans les années à venir, parce que les gens n'ont plus confiance dans le saumon. Et c'est ce qu'on voit dans ce film, c'est ce qu'on sait aussi avec les poux, mais surtout la qualité de l'eau de mer qu'on ne peut plus contrôler. Ouais. Et aussi la pollution que ça amène, et puis il y a toutes les histoires d'antibiotiques, etc. Alors l'intérêt de ce qu'on fait là, c'est que c'est totalement transparent. En fait, c'est un écosystème 100% naturel dans un milieu 100% artificiel. Ouais. On est sur une toiture, on est dans des bassins en PE qui sont 100% recyclables, etc. Là, on retrouve l'économie circulaire dont je parlais tout à l'heure, c'est ne jamais gaspiller de matières premières. Tout ce qu'on utilise est démontable, réutilisable et totalement ce qu'on appelle surcyclable, ou en tout cas recyclable, avec un impact positif.
on ne peut pas, dans notre système, utiliser ni des antibiotiques dans les poissons parce que ça tuerait le biofiltre, puisque ça, ce sont des micro-organismes, des milliards de micro-organismes qui nettoient l'eau. C'est les bactéries qui nettoient l'eau. Les antibiotiques, par définition, ça tue les bactéries. Donc, c'est un système très sensible et on peut visiter le site. Je vous le conseille d'ailleurs en allant sur notre site web bigbgh.farm. Vous allez voir en visitant le site qu'on ne peut pas rentrer dans la partie des poissons. On le voit à travers une vitre. On a ce qu'on appelle le couloir de verre qui passe. D'un côté, on voit les poissons, de l'autre côté, enfin, on voit les bassins parce que les poissons ils sont difficiles à voir. Et de l'autre côté, on voit les plants de tomates et au-dessus, on voit les herbes. Et la visite permet de comprendre finalement le lien qu'il y a entre les poissons et les plantes. On voit les tuyaux qui passent de l'un à l'autre et on peut vérifier effectivement en allant à l'arrière-boutique qu'on n'est pas en train de tricher avec un tas de produits. Mais c'est top. Donc on peut visiter quoi. Oui, mais d'ailleurs ça fait partie aujourd'hui de notre business plan. On fait payer une modique somme pour la visite. On organise beaucoup d'événements quand on pourra de nouveau le faire. Enfin, ça redémarre maintenant avec un nombre limité parce qu'on est en espace extérieur aussi. On a une très grande terrasse. On a un grand espace aussi qui nous permet de recevoir des gens. On donne des conférences. Il y a des incentives, il y a des formations pour les jeunes pendant les vacances. Là, on a eu beaucoup d'enfants qui sont très intéressés. Alors, c'est assez génial parce que, par exemple, on a des tomates cerises qui sont absolument délicieuses, non seulement parce qu'elles sont cultivées en aquaponie et en serre et qu'elles ne voyagent pas, puisque quand on les cueille, on peut les manger quasi sur place, ou en tout cas, elles ne passent pas par un frigo avant d'arriver dans les magasins ou dans votre assiette. Mais en plus de ça, c'est une variété, parce que ça ne sert à rien de faire des produits qui sont écologiques s'ils ne sont pas bons. S'ils ne sont pas bons, vous ne les vendrez pas non plus. Bien sûr. Donc, il faut d'abord qu'ils soient bons et puis qu'en plus, ils soient écologiques et positifs. Mais il y a un tas d'enfants qui n'aimaient pas les tomates, qui viennent en disant « mais ça sent une tomate, ça goûte une tomate ». Elle dit « oui, ce que vous trouvez dans les magasins, en général, c'est de l'eau, à peu de choses près, et souvent avec des pesticides, etc. » Alors non seulement on ne peut pas mettre d'antibiotiques, mais on ne peut pas mettre de pesticides non plus dans nos serres. On a d'ailleurs pour preuve des bourdons qui sont des pollinisateurs. Donc on a des nids de bourdons qui sont là. Ce sont des boîtes jaunes qu'on voit, ils sont là. Et ces bourdons pollinisent les plants de tomates. Et bien, si on avait des pesticides, ils ne tiendraient pas le coup. Alors aussi, on fait ce qu'on appelle de la lutte intégrée, c'est-à-dire qu'on peut avoir, parce que des serres, ça s'ouvre, il y a un échange d'air avec l'extérieur, on peut avoir des parasites. On en a eu d'ailleurs, et on les traite avec d'autres parasites, entre guillemets, positifs, ce qu'on appelle des beneficials en anglais, ce sont des auxiliaires en français, qui sont des petits acariens, des petites araignées, des petites bestioles minuscules qui vont... combattre ou empêcher les autres de se reproduire ou manger les œufs ou toutes sortes de choses. C'est passionnant parce que c'est tout un milieu naturel qui est recréé et qui puisqu'on est là pour parler d'impact positif, qui est une sorte de vaporisateur de biodiversité, même si on ne la voit pas, dans la ville. Alors, il faut rappeler aussi que la biodiversité dans la ville est extrêmement importante. Quand on parle de faire revenir les chauves-souris, on parle beaucoup aujourd'hui de ne pas tondre les pelouses au mois de mai pour que les pollinisateurs puissent arriver, etc. J'ai revu, moi, pour la première fois des moineaux dans mon jardin à Uccle. Et pourtant, je suis vraiment un endroit privilégié où il y a plein d'oiseaux. Il n'y avait plus de moineaux. Quand j'étais petit, il y avait des milliers de moineaux. Il fallait même presque se battre contre parce qu'ils bouchaient les gouttières avec leur nid. Aujourd'hui, tout ça est très, très sensible et n'existe plus souvent à la campagne parce que l'agriculture qu'on appelle traditionnelle maintenant a malheureusement utilisé tellement de pesticides que ces oiseaux-là notamment ne se retrouvent plus dans la campagne et le seul refuge de biodiversité sont les villes. Ah oui. Ici, ça va, on a des moineaux, des mésanges, etc. Oui, mais je m'en doute, mais tu es vraiment dans un endroit... oui, on est privilégié aussi. Privilégié, mais très souvent, on me pose la question si l'agriculture urbaine n'est pas polluée. Je peux vous assurer que l'agriculture autour des villes est souvent plus polluée. Déjà le sol, par des pratiques souvent mauvaises. Alors, je ne dis pas ça pour critiquer,
Ce qu'on fait, en fait, c'est pour essayer de montrer qu'il y a moyen de le faire. J'ai donné une conférence à la Commission européenne, c'était à Tallinn, c'était quand l'Estonie était à la présidence de l'Union européenne. J'ai été invité par la DG Mare qui s'occupe de tout ce qui est pisciculture, etc. J'avais même pas encore commencé le projet, il tournait pas encore. On m'a demandé de venir exposer le projet. Il y avait toutes les ONG qui étaient dans la salle, il y avait une centaine de personnes dans la salle, des professionnels, des pêcheurs, des associations, des syndicats, etc. J'étais le seul qui était applaudi, alors que tous les projets qui étaient financés par l'Union européenne, ce qui n'était pas mon cas, étaient critiqués, parce que l'Union européenne finançait des projets de pisciculture qui continuaient à polluer, ou des projets de pêche qui continuaient à polluer, etc. Et donc, il y a quelqu'un qui a dit, mais si M. Beckers arrive à faire sur un toit à Bruxelles quelque chose qui est rentable et qui est propre, ça veut dire qu'il y a moyen de le faire aussi autour des villes et encore plus facilement. Et j'ai dit, évidemment, pour moi, mon rêve, c'est de transformer le Westland hollandais, qui est des dizaines de milliers d'hectares de serres. C'est la plus grande serre urbaine du monde dans cette conurbation néerlandaise. C'est vraiment, si on pouvait transformer ça en quelque chose de propre. Je l'ai fait très, très localement il y a quelques années dans le sud de l'Espagne, Almeria, où il y a ce qu'on appelle la mer de plastique, où on voit dans la mer la pollution qui vient de l'agriculture. C'est ça qu'il faut changer. Mm-hmm. Et il y a des gens qui disent « Ah, mais tu vends tes produits à la grande distribution. » En effet, Carrefour, produits locaux, etc. Je dis « C'est par l'intérieur qu'il faut changer ça. » Et les gens à qui je travaille, notamment Pascal L'Église, qui a été interviewé plusieurs fois justement dans toute cette problématique des produits, comment est-ce que la traçabilité des produits locaux, etc., comment est-ce qu'on voit ça, ou des produits bio, simplement. Plus on peut faire des projets comme le nôtre, plus on peut prouver qu'il y a moyen de le faire, plus on aura des agriculteurs qui voudront le faire. Et la nouvelle génération des agriculteurs ne veulent plus travailler comme leurs parents. Ils veulent faire des choses propres. On va recevoir bientôt, justement, à ta place, là où tu es assis, un agriculteur qui va venir nous parler de comment... c'est sur les techniques avec justement les insectes, etc. Permaculture et autres. Voilà, mais c'est pas, comme tu dis, gadget, c'est vraiment à grande échelle, quoi. Mais c'est récupérer un sol, etc. Enfin, voilà, je spoil un peu la suite. Non, mais c'est magnifique parce que c'est vraiment ça qu'il faut faire. On a été les premiers agriculteurs bruxellois, avec quelques autres, champignons de Bruxelles et d'autres, à être invités à la foire de Libramont. C'était assez drôle, c'est il y a 2 ans. Oui. Et on s'est dit, il y avait une petite boîte en verre là, de la RTBF dans laquelle on avait alors il y avait tous ces gens avec des vaches et des vrais fermiers autour. Moi, j'étais pas en costard cravate parce que j'avais quand même fait attention, mais voilà, je suis pas un fermier. La réaction qu'on a eue a été extrêmement positive. On s'imaginait franchement qu'on allait se fiche de nous, en disant ouais, c'est ça. Vous êtes gentils, vous. Vous êtes gentils, vous. Uclois sur votre toiture, qu'est-ce que vous faites, etc. Et il y a plein de jeunes agriculteurs, des fils ou filles d'eux, qui sont venus nous voir en disant c'est génial, vous remettez notre métier à l'honneur. Non, mais c'est vrai, c'est tout à fait ça. Et c'est aussi le contact consommateur-producteur qui est important. Et c'est pour ça que c'est aussi important de le faire en ville. J'ai parlé d'emploi, d'aspects positifs, de mobilité, de carbone, de tout ce qu'on veut, mais c'est aussi la visibilité. Il y a moyen de faire des choses propres, intelligentes en ville, et c'est visible et visitable. Et donc, tu disais, moi je reviens sur un point dont tu parlais, qui est les personnes qui pourraient critiquer, parce que tu vois la grande distribution. Justement, le podcast ici qu'on fait, c'est pas contre ces gens, parce que c'est pas parce qu'on râle là-dessus qu'on est un râleur en général, attention. Hein. Mm-hmm. Mais c'est vraiment de se dire, oui, à un moment donné, c'est très bien de critiquer, mais qu'est-ce qu'on fait alors ? Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on vend ça en vrac le long de la route ? Enfin, il faut que ce soit, tu disais, il faut que ce soit économiquement viable. Et donc justement, grande distribution, quels sont les autres canaux ? Est-ce que c'est exclusivement grande distribution ? Non, on est dans la grande distribution, et je dois dire que Pascal L'Église de Carrefour Produits Locaux, qui est vraiment, qui a rassemblé plusieurs milliers de producteurs locaux pour gérer ça au niveau de la Belgique, chaque fois dans un rayon de 40 km autour des points de distribution, sans passer par la logistique centralisé, parce que sinon on perd le côté local, évidemment, parce qu'on peut faire 100 km dans un sens et puis dans l'autre, et surtout les frigos, etc. Donc ici, on coupe la chaîne du froid, en fait, même pour le poisson. Le poisson, il reste dans la glace, mais il va pas se promener loin.
Mais l'important pour nous, c'est de la grande distribution, bien sûr, parce que nous avons besoin d'une régularité, parce qu'on produit tout le temps. Les poissons grandissent tout le temps, les tomates 10 mois par an, les herbes, on produit 270 000 pots d'herbes aromatiques par an. En pleine ville. On produit 25 tonnes de truites par an. On est en train de lancer là sur le marché différentes formules en alternative au saumon. On produit une quinzaine de tonnes de tomates et d'autres légumes, donc fruits. C'est pas des petites quantités. Si, c'est sur le marché, c'est une petite quantité. Pour l'agriculture urbaine, c'est très gros. Mais j'allais dire, voilà. Il faut remettre les choses en perspective aussi. Mais c'est aussi la difficulté, c'est qu'on est entre deux. Aujourd'hui, les projets qu'on regarde sont plus grands. Parce qu'il y a une économie d'échelle qui permettrait de rester avec la même logique, la même éthique, la même propreté, j'ai envie de dire, de production et la même transparence, de pouvoir faire ça en plus grand. Et donc, on a besoin de la grande distribution, on a besoin des grossistes de la restauration, on a besoin des traiteurs. On est en négociation avec des très grands traiteurs, publics et privés, parce qu'il y a une demande grandissante, notamment avec la pression des institutions à Bruxelles. Ça nous aide pas mal, qui veulent des produits bio. Et il n'y a pas beaucoup... C'est là qu'on intéresse ces gens, c'est qu'on produit toute l'année des produits bio. Et local. Et local. Parce que si le produit bio, il faut aller le chercher dans le sud de l'Espagne ou pire, beaucoup plus loin, en Israël ou du pays en Afrique. Du pays dont tu parlais. Moi, je connais des entreprises qui sont hyper contentes d'être green, mais leur empaquetage vient de Chine, quoi. C'est gentil, mais oui, tout à fait. C'est recyclable, c'est chouette, mais ça vient de Chine, les gars. C'est sur un conteneur. Moi, j'ai eu un choc parce que ce que j'ai pas dit, c'est que j'ai lancé avec des amis une ONG en Éthiopie. Là, c'est pour vraiment faire de l'architecture, de la construction en pierre, etc. Et on a formé, on a créé une carrière, on a formé, dans les montagnes à 2700 mètres d'altitude. C'est magnifique et ces gens sont extraordinaires. Et en arrivant en avion à Addis Abeba, j'ai vu beaucoup de serres. Je me suis dit, wow, c'est génial, ils se lancent dans la production alimentaire. En fait, ce sont les Hollandais qui ont investi dans des serres pour produire des fleurs qui sont produites en Éthiopie et qui reviennent avec l'eau des Éthiopiens et avec la main-d'œuvre éthiopienne, mais qui ne profitent pas aux Éthiopiens. Alors, c'est pas dans la région où il y a la famine, etc., mais il y a quand même quelque chose qui n'est pas logique. Il y a quelque chose et c'est basé sur des logiques de transport, parce que les avions de fret décollant à 2700 mètres d'altitude à Addis Abeba, parce que c'est en altitude, peuvent décoller avec plus de charge, et donc ça coûte moins cher, et donc finalement les fleurs, il vaut mieux les faire venir d'Éthiopie. Et ça c'est vraiment quelque chose qui me révolte. Ouais, c'est choquant. Et donc c'est une raison de plus pour faire les choses localement. Il y a l'économie circulaire, elle est là pour ramener finalement la production et le cycle de la matière, qu'elle soit organique ou technologique, localement. Mais ça crée de l'emploi localement, mais ça réduit les transports, et puis ça permet de valoriser de la matière que jusqu'à présent on a jeté ou on a laissé de côté ou on ne sait pas quoi en faire. Et donc tout ça appartient à une même logique, et si tu combines ça en plus avec la problématique de l'eau, qui est énorme. Il y a des problèmes d'eau potable en Flandre, dans le nord de la France. Alors je dis qu'il y a un problème en Flandre parce qu'elle importe son eau potable de Wallonie, ce qui ne doit pas forcément plaire à tout le monde, mais c'est pas logique. C'est pas logique, et alors que l'industrie pompe moins d'eau. Mais bon, il y a de la pollution, il y a la sécheresse, on a des canicules. On n'a pas eu de chance. C'est les 2 premières années où on a ouvert Big. On a eu 2 étés caniculaires incroyables. Il y a un moment où on s'est posé la question si on ne devait pas arroser les serres par l'extérieur, comme ça se fait parfois en Hollande. Heureusement, la température est tombée une nuit et ça a été parce que les tomates commençaient à avoir très chaud. Et il y avait des températures, on a tous vécu, c'était plus de 40 degrés pendant la journée et ça descendait pas beaucoup pendant la nuit. Et donc, on n'arrivait pas à rafraîchir. On a même dû faire attention avec la température de l'eau des poissons. Il y a un moment, nous, on n'a pas prévu de refroidir l'eau. Tu pouvais directement les amener dans l'assiette du client, les pauvres. C'était pas à ce point-là. Mais il faut savoir que tout ça
ça, c'est très sensible. Alors, ça tue pas Bien forcément le poisson, mais ça peut l'empêcher de manger pendant 15 jours. Et c'est vrai que la production Oui, ou les baisse, bactéries etc. qui se développent trop. Enfin, Oui, peu exactement. importe, Oui, des il y a, problématiques, il y a plein de choses. Donc, c'est pas facile. Hein. Je préfère le dire à tout le monde. On en a pris plein la tronche, et financièrement, etc. Bon, maintenant, ça commence à marcher avec délai. Le développement des projets lui-même va arriver maintenant. J'espérais que ce soit beaucoup plus tôt. Mais rien qu'à Bruxelles, le temps d'obtenir un permis, de construire que les bâtiments se construisent, etc., c'est hallucinant. C'est hallucinant. Pourtant, je le sais comme architecte. Mes investisseurs le savent aussi, parce qu'ils sont la plupart dans la construction ou dans le développement immobilier. Mais c'est hallucinant. On a des projets, un projet à Milan, deux projets à Paris, un projet à Lille, etc., qui sont en attente depuis 2 ans de pouvoir, ne fût-ce qu'avoir le permis. Après ça, il faut encore que le bâtiment se transforme pour que nous, on puisse installer nos équipements. Donc ça, c'est en train d'arriver maintenant, mais ça veut dire que pendant tout ce temps-là, il faut tenir. Ouais. Et ça, c'est la grosse difficulté. Je sais que tu fais du conseil en matière d'entreprise, etc. aussi, mais il faut vraiment pouvoir tenir le coup. Donc aujourd'hui, il y a des initiatives assez nombreuses qui tentent d'expliquer comment on fait de l'agriculture urbaine. Première chose, c'est il faut s'accrocher et il faut avoir les moyens pour le faire de manière à une certaine échelle. Bien sûr, oui. C'est pas pour rien que l'agriculture est subventionnée. Ici, on n'est pas subventionné. Aussi, il y en a un tout petit peu, comme n'importe quelle entreprise innovante qui peut avoir quelques milliers d'euros, alors que c'est quelques centaines de milliers d'euros. On a un investissement de la région bruxelloise, mais qui a des parts dans la société. C'est pas une subvention. C'est ça, oui. Mais c'est lourd et c'est compliqué. Ça peut donner des ulcères, mais c'est magnifique. Il est clair que je crois que la seule critique qu'on a eue, et on l'a résolue maintenant, et c'est une critique qu'on peut dire à tous ceux qui font du bio, c'est les sacs plastiques. Parce que quand on mettait du bio dans les magasins, on était obligé de les emballer pour les protéger de ceux qui sont, entre guillemets, pas bio. C'est juste. Et donc c'est aberrant, ça devrait être le contraire. Bien sûr. Mais maintenant, voilà, on a trouvé finalement, à force de rechercher et que ça évolue et que la grande distribution trouve des solutions aussi, avec des sacs papier pour les herbes, etc. Écoute, franchement, je trouve ça passionnant et j'ai envie de te relancer sur plein de trucs, mais je vais m'abstenir. Tout ce que tu as cité, tout ce que tu as expliqué, etc., je le mettrai dans l'article de blog qui accompagnera l'épisode avec les liens. Le lien vers big.farm. Oui. Donc voilà, je mettrai aussi les personnes que tu as citées, etc. Moi, je voudrais te poser une question peut-être plus personnelle. Ça n'a rien à voir, c'est pas financier, etc. C'est vraiment, pour toi, qu'est-ce que ça t'apporte de faire ça ? J'ai déjà fait plusieurs interviews et où j'ai presque la larme à l'œil quand je pense à mon grand-père André Beckers, qui était ingénieur, qu'on appelait ingénieur des mines à l'époque, qui a construit des ponts au Congo, avec toute l'image que ça peut porter, qui a construit l'atomium. Il était l'ingénieur qui a construit, c'est pas lui qui a dessiné l'atomium, c'est lui qui l'a construit et qui l'a recalculé, qui a dessiné les pieds de l'atomium, etc. C'est lui qui a fait que ça tient, quoi. C'est lui qui a fait que ça tient encore, en tout cas. C'était quelqu'un qui était terriblement humble, c'était un industriel, il avait son entreprise qui a d'ailleurs été reprise par Tractebel après, qui s'appelait la construction soudée, qui a fait les premiers pylônes. Il a importé la construction soudée en Europe, en fait, des États-Unis. Et pour moi, je voulais être comme mon grand-père. Je voulais apporter quelque chose, inventer quelque chose ou développer quelque chose. Donc je crois que je l'ai fait souvent en architecture, dans des projets à gauche, à droite, aussi bien en Suisse qu'en Angleterre, qu'en France, au Portugal, et même certains projets en Inde et en Chine. Mais ce que je voulais, c'est prouver que je pouvais le faire moi-même. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on se dit, bon, voilà, je le dessine, je fais des choses, etc., c'est très bien, c'est le travail d'équipe, j'adore. Mais il y a un moment où je me suis dit, je voulais prouver que je pouvais faire quelque chose moi-même. Founder, quoi. Si on parle de start-up, c'est founder, quoi. Voilà. Et j'ai commencé un peu tard. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Mais il n'est jamais trop tard, mais bon, ça prend
c'est pas que je manque d'énergie, mais il y a des moments où voilà, on en a plus quand même à 30 ans qu'à 55 quand on fait ce genre de choses. Même chose pour l'ONG. Depuis toujours, j'avais envie, surtout que j'avais fait ce projet au Maroc dont tu parlais tout à l'heure, depuis toujours, j'avais envie de travailler en Afrique. Et donc, j'ai rejoint deux amis, Oswald Delicourt, un très très bon architecte qui est à la retraite maintenant, mais qui a travaillé une trentaine d'années dans les Afriques, parce qu'il ne faut pas parler de l'Afrique, mais des Afriques, qui était en Afrique du Sud pendant longtemps et tout ça aussi. Et Laurent Ney, qui est un des meilleurs ingénieurs au monde, pour moi, dans toute la construction des ponts, etc., qui est quelqu'un d'extraordinaire. Et on a créé cette ONG en Afrique. C'était un premier point. C'est là que j'ai décidé de quitter Art & Build, bureau d'architecture dans lequel j'étais associé depuis une dizaine d'années, parce que j'avais envie de pouvoir influencer un maximum de projets plus tard. Et là, j'y suis. Aujourd'hui, j'ai créé Lateral Thinking Factory. Lateral Thinking Factory, maintenant, je le mets de côté. J'ai rejoint pour pouvoir faire ce que je veux. Je me suis rendu compte que j'avais besoin de gens avec des reins solides et surtout des équipes derrière. Et donc, j'ai rejoint BoPro. BoPro est une société de project management néerlandophone aussi à Bruxelles et en Wallonie. On travaille au Luxembourg, en France aussi. C'est une société d'un peu plus d'une centaine de personnes. Qui est complètement, dont le créateur Peter Garret et son associé Stéphane Martel sont complètement versés vers l'économie circulaire. Et donc là, je me suis dit, on va rejoindre les forces. Et aujourd'hui, l'économie circulaire est au centre de ce qu'on fait pour tous les gros, mais très gros promoteurs et clients, développeurs, end-users et tout ça, en Belgique, en France et au Luxembourg, dans du logement, dans toutes sortes de projets du changement, etc. Quoi. Et là, j'arrive enfin avec le RAID, avec des gens qui sont capables de me dire Steven, là, ça coûte trop cher, Steven, ça tient pas, voilà. Même si on fait pas l'ingénierie, on a les possibilités d'aller chercher, on a des ingénieurs en interne qui permettent de dire attends, Steven, là, tu déconnes, ou là, c'est une bonne idée, on y va. Et donc, ça me permet de faire cette approche de l'économie circulaire tout à fait systémique que j'ai développée depuis des années et qu'on développe maintenant réellement avec des outils, etc., au sein de cette boîte. Et là, ça permet vraiment de changer les choses. Ça permet de changer les choses parce qu'on vient nous chercher pour changer les choses. Avant, on venait me chercher pour trouver des idées, parce que j'en ai parfois un peu trop. Mais aujourd'hui, on vient nous chercher pour les trouver et les implémenter. Ok, donc c'est ça que ça t'apporte, c'est être au cœur du changement, de pouvoir avoir l'impact comme tu voulais, de faire. Quoi. Voilà, okay. Et quand même pouvoir en vivre aussi. Oui, écoute, mais c'est clé. Enfin, moi, j'entends souvent, mais ça rapporte de la... Oui, mais alors, je veux dire, si on peut pas en vivre, on sait pas le faire. Enfin, voilà, il faut bien vivre. Hein, donc, je peux rebondir là-dessus une seconde. Oui, vas-y. Ceux qui m'ont critiqué le plus à un certain moment dans mes projets big, ce sont les écolos. Alors, je suis écolo dans l'âme par tout ce que je fais. Je ne suis pas politiquement lié à écolo ni à d'autres. J'ai plus une attirance vers des personnes politiques que vers une idéologie, des idéologies, parce que franchement dans nos pays c'est un peu du micmac, tout se mélange, mais quand on essaye de faire un projet économiquement viable avec l'écologie, on est critiqué. Et si on fait pas moi je dis, si on fait pas de projets économiquement viables, on fait des projets pilotes et puis ça s'arrête. Et alors, ce sont des belles démonstrations, mais ça ne sert à rien. Et donc, ou alors on fait des rapports et on fait des documents comme on fait beaucoup à la Commission européenne. Moi, je me suis permis plusieurs fois à la Commission européenne. Ayant fait le Berlaymont, j'ai eu l'occasion de voir les plus hauts niveaux de la Commission européenne avec Pierre Lallemand. Quand maintenant on m'invite avec BIG, etc., à la Commission européenne, je leur dis arrêtez de faire des bouquins, arrêtez de faire des rapports, faites des projets. Oui, mais on ne peut pas investir, c'est via les régions, etc. Alors quand on voit ce qui se passe avec le plan de relance aujourd'hui et comment on distribue l'argent, on se pose un peu des questions sur le choix des projets. Et ce n'est pas facile, et je ne veux pas critiquer parce que c'est pas évident. Mais dans une chic, qu'on fasse des projets positifs et pas des rapports qui vont dans les tiroirs.
Bien sûr, c'est toute l'ambition de ce podcast, c'est par les exemples des personnes comme toi et les autres qui sont passés sur ce podcast, c'est que d'autres se disent aussi, bah oui, moi je vais aussi faire quelque chose, moi aussi je peux, et parce qu'on sait que c'est par nous que ça va changer, c'est par les personnes, les individualités qui vont se regrouper, donc voilà, on va pas faire de politique ici, mais voilà, mais je comprends tout à fait. Tu peux couper si tu veux. Non, je ne couperai pas, parce que voilà, c'est parfois bien de l'entendre parce que il n'y a rien de méchant, il n'y a pas d'attaque, il n'y a rien d'ad hominem, c'est juste un constat et ça peut peut-être faire changer les choses. Voilà, tu te dis, on n'a plus la même énergie à 55 qu'à 30 ans. Moi, j'ai 2-3 entrepreneurs qui sont arrivés ici sur ce fauteuil et qui avaient 25, etc. Et c'est vrai que je vois l'énergie qu'ils dégagent. Je te rassure, tu dégages beaucoup d'énergie aussi. Hein, donc voilà. Mais si j'espère que je ne vais pas tomber mort en sortant. non. J'espère aussi, je touche du bois. Non. Si tu pouvais recommencer. Je ferai la même chose, je m'associerai avec de meilleures personnes. Je ferai plus attention. Je suis un peu... et c'est dans quasiment toute ma carrière où peut-être une des choses où j'ai pas toujours été bon, c'est la partie business, de comprendre comment ça marche. Je vais dire honnêtement, pas parce que ça m'intéresse pas, mais parce que pour moi, c'est pas la priorité. La priorité, il faut que ça marche, bien sûr, mais je me suis toujours reposé sur d'autres personnes. J'ai compris très tard que c'est très difficile d'avoir d'autres personnes qui s'occupent de vos intérêts à vous. Mm-hmm. Et donc, voilà, si je devais recommencer, et c'est volontiers si tu m'en donnes la possibilité, ce serait certainement de faire la même chose, mais en étant mieux conseillé. C'est ça. Et j'ai toujours eu tendance, et c'est une question de personnalité, je crois, à pas demander. À dire je vais faire tout seul, je vais me débrouiller, et puis ou alors à tout laisser à quelqu'un d'autre en disant bon, toi tu t'occupes de ça et on verra. Et ça n'a pas toujours bien marché. Ok, donc plutôt un réajustement au niveau de toute cette partie plus business. Mais c'est amusant parce que c'est pour ça qu'on avait créé une ONG. C'est parce qu'on s'est dit on aimerait bien trouver un pouvoir faire des projets d'architecture et de construction. On est notre propre client, on n'a pas de règles à suivre. Et on fait quelque chose qui réellement, chaque euro qu'on dépense sert aux gens à qui on va le faire. Et il n'y a pas beaucoup de possibilités dans la société aujourd'hui de faire ça parce que l'argent est tellement dominant que finalement, et c'est dans tous les projets, et c'est normal aussi, le système est comme ça, mais aujourd'hui les valeurs sont en train de changer. Je vois mes enfants, je vois ma fille qui étudie l'environnement, elle veut sauver les océans, etc. Son but n'est pas de faire de l'argent. Bon, elle est contente quand on lui paye ses études, ça c'est évident, elle est privilégiée pour penser ça. Mais clairement, moi je rencontre tous ces jeunes qui font des études ou qui n'en font pas, qui sont vraiment avec un état d'esprit aujourd'hui, on veut vivre autre chose. On ne veut pas subir ce que vous avez laissé. Alors, je suis un peu une exception parce qu'on dit oui, mais enfin, toi, tu fais déjà ce que tu es un des nôtres. Mais je crois qu'il est terriblement important d'avoir cet impact positif. Alors moi j'en profite bien aussi parce que ça me fait une belle notoriété, etc. On parle beaucoup de moi, j'ai beaucoup d'articles, j'ai participé à des bouquins, etc. C'est très chouette pour mon ego. Mais c'est surtout très chouette pour mes enfants. Ok, parfait. Tu as parlé de ton grand-père qui t'a énormément inspiré. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui t'ont inspiré ou c'est vraiment de lui que tout part? Lui m'a ouvert l'esprit quand il est mort à 86 ans. Il était en train de m'expliquer, il avait fait un tas d'études en tant qu'ingénieur pour essayer de comprendre ce qu'on est en train d'essayer de comprendre maintenant avec des navettes sur Mars. Hein, la vie ailleurs, etc. Il m'a toujours dit, écoute, moi en tant qu'athée, je n'ai pas de raison de croire que cette vie ne se soit pas développée ailleurs, parmi ces milliards d'étoiles, etc. Donc ça me paraît évident. Il m'a simplement dit, ça va être difficile de se rencontrer parce que c'est quand même loin. Mais toute sa vie, il a cherché ce genre de choses. Il s'est même intéressé aux grands mystères, dont certains, les triangles des Bermudes, etc., qui étaient du vent, sans doute. Mais il se posait des questions. Et donc, moi, j'ai toujours été attiré par des gens qui allaient voir plus loin.
une des personnes dont je suis, j'ai presque envie de dire, tombé amoureux, c'est Michael Braungart, qui est un ami maintenant. Michael Braungart est à l'origine de Cradle to Cradle, qui est à l'origine de la notion d'économie circulaire. J'ai eu l'occasion d'aller le rencontrer quand j'étais encore chez Art Build. J'ai pris ma voiture, j'étais jusqu'à Hambourg, le rencontrer. On devait avoir une demi-heure ensemble. Au début, j'ai cru que ça allait mal se passer parce qu'il se demandait ce que je faisais là. C'est quelqu'un qui est très demandé. C'est un chimiste extraordinaire et il a vraiment développé un nouveau modèle économique avec William McDonough, qui est un architecte américain, qui s'appelle Cradle to Cradle, du berceau au berceau. Et quand je l'ai rencontré, on a passé, ça a terminé à 3h du matin dans un bar, à discuter. C'est toujours bon signe, ça. C'est assez bon signe quand il y a Mais moi, le premier quart d'heure, je croyais qu'il allait me foutre dehors. Mm-hmm. Et puis il m'a dit, c'est toi qui as fait le Berlaymont, c'est toi qui t'es battu contre le PVC dans le Berlaymont, etc. Je dis oui. Il s'est levé, il est venu me serrer dans les bras, il a dit, t'es un pionnier, welcome. Et parce qu'à l'époque, j'ai failli me prendre des procès, etc., parce que c'était un grand projet public, siège de la Commission européenne, où j'avais dit que j'allais faire en sorte qu'il n'y ait pas de produits toxiques, dont le PVC. Je me suis ramassé les plus grands producteurs de pellets de les grandes industries chimiques et les plus grands avocats anglais et espagnols, parce qu'il y avait un producteur de pellets de PVC espagnol qui était dedans, et j'ai résisté. J'ai résisté en appelant Greenpeace, en disant à un copain chez Greenpeace, en disant est-ce que tu n'as pas un dossier qui me permettrait d'expliquer. Je sais que j'ai raison, mais j'ai pas l'info, enfin j'ai pas les documents. Et en fait, j'ai reçu un dossier qui avait été fait par Michael Braungart à l'époque quand il était directeur de Greenpeace en Allemagne. Et en fait, c'est un gars extraordinaire et il a une citation que j'adore et je sais que tu voulais que je sorte une citation qui m'inspire, qui au début m'a fait rire. C'était si les bâtiments, enfin, if buildings are like trees, cities will be like forests. Donc, si les bâtiments sont comme des arbres, les villes seront des forêts. Je me suis dit, ça c'est un truc à l'américaine, ça doit être Bill McDonough qui a sorti ça. Yeah, let's be good, God is with us et machin. Et en fait, c'est ce que j'ai fait depuis des années, c'est faire des bâtiments comme des arbres, c'est-à-dire des bâtiments qui créent de la nourriture, des bâtiments qui capturent le CO2, des bâtiments qui économisent l'eau ou qui la purifient, des bâtiments qui purifient l'air, des bâtiments qui produisent même des matériaux pour l'avenir, des bâtiments qui améliorent la qualité du sol par la production d'humus, etc. Donc Big est sorti de là, mais c'est aussi dans tout ce que j'ai fait en architecture et dans les projets que je fais aujourd'hui, c'est vraiment, aujourd'hui, cette économie circulaire à impact positif, elle sort de là. Et j'utilise toujours l'allégorie de l'arbre, parce que l'arbre, à part le fait qu'il y a parfois des pigeons dedans et que ça fait des déjections sur les voitures, je n'ai jamais rien trouvé de négatif à un arbre. Oui, on peut se le prendre parfois. Mais ça, c'est notre faute. C'est notre faute. C'est notre faute. Non, mais effectivement, j'aime bien cette citation parce que c'est vrai que de prime abord, ça peut paraître trivial, mais si tu te penches dessus et que tu réfléchis plus loin comme tu l'as fait, et certainement c'est ce qu'il a voulu dire, effectivement, mais c'est vrai que ça prend tout son sens, quoi. Mais aujourd'hui, on sait que les arbres travaillent en réseau, qui communiquent. C'est scientifiquement prouvé que les arbres se préviennent les uns les autres par l'air ou par les racines, par le mycélium, etc., par le sol, qu'ils ont par exemple un parasite et que les autres vont préparer des substances pour combattre ce parasite, parfois à des centaines de mètres, si pas à des kilomètres. Donc c'est quand même assez hallucinant. Mais les bâtiments peuvent faire la même chose dans la ville. Les bâtiments, on les met de plus en plus en réseau, ce qu'on appelle les microgrids, à la fois pour l'énergie, pour l'eau, pour le CO2. On fait en sorte que les bâtiments puissent échanger. Il y en a qui a besoin de froid quand un autre a besoin de chaud, etc. Donc ce sont des choses logiques. Et finalement, c'est copier la nature. Ouais, c'est du biomimétisme. Depuis la nuit des temps, en fait. Oui, mais on a oublié tout ça. Mais oui, bien sûr. On a oublié. On est vraiment les seuls animaux stupides qui abîment leur environnement, parce que tous les autres, même s'il y a plus de fourmis en masse sur la Terre qu'il y a d'humains en masse sur la Terre, nous on détruit et elles font que du bien. Sauf quand elles piquent. Pardon ? Sauf quand elles piquent. Oui, sauf quand elles piquent, ouais. Encore. Mais t'as quand même une vie assez chargée avec de multiples projets. T'as été un fameux globe-trotter, etc. aussi. Enfin, je ne sais pas si tu es toujours, mais quand on voit par où tu es passé, l'ONG, etc. Est-ce que tu as des trucs, des petites routines qui t'aident finalement
à rester au top au quotidien, que tu pourrais partager avec nos auditeurs qui ont aussi envie de se lancer dans un projet, mais on sait que si on fait que bosser, si on fait que on ne tient pas la distance, donc mon épouse te dirait que je fais que bosser, mais j'aime ça. Ça, c'est une chose, c'est peut-être pas une excuse, mais voilà. Il y a des moments, pour le moment, par exemple, avec cette pandémie, je sais que je bosse trop et que le voyage, même le voyage professionnel, est une manière aussi de prendre l'air, de s'évader. C'est pas bon pour la planète, mais j'adore prendre l'avion parce que c'est le seul moment où tu n'es pas contactable, etc. Où tu as une vue, tu es à la fenêtre, il y a quelque chose qui se passe. C'est Norman Foster, le grand architecte, qui disait toujours qu'il était pilote d'ailleurs lui-même. C'était un des architectes qui a pu se payer un jet, qui disait que c'était soit dans un avion ou un hélicoptère, en prenant de la hauteur, qu'il avait ses meilleures idées. Moi, je sens aujourd'hui que je sature par moment parce que on est devant son écran tout le temps, on voyage moins, on est en Teams, Zoom, etc. Ça, c'est difficile quand on est créatif. Il y a un moment, il faut pouvoir prendre du recul. Donc clairement, ma famille reste une priorité, même s'ils se plaignent parfois que je ne suis pas beaucoup là, sauf pour le moment. Mais clairement, moi je crois que c'est important, c'est d'avoir des projets. Alors j'ai certainement plus de projets professionnels que de projets privés. J'espère pouvoir développer plus de projets privés maintenant au sens vivre un peu plus cool. Mais j'ai toujours considéré ma profession et les heures que je passe dessus comme un hobby aussi. Ça énerve un peu dans la famille quand je dis je pense pas que je prendrai jamais ma retraite parce que d'abord j'ai toujours été indépendant et voilà, et j'ai pas spécialement les moyens de prendre ma retraite non plus, de dire j'arrête demain et je vais jouer au golf. Ce que je peux pas faire à cause de mon dos d'ailleurs, mais c'est oui, je crois que un conseil, enfin en tout cas ce que je n'ai pas suffisamment fait, c'est prendre du recul. Il y a un moment dans ma vie où je me souviens que je travaillais tellement. J'étais en Angleterre, je prenais 6 à 8 avions par semaine. Je travaillais dans toute l'Europe. Je faisais des projets. À l'époque où il n'y avait même pas de GSM. Donc, je devais travailler le week-end avec les équipes pour repartir la semaine avec de l'information pour démarrer. Et en fait, il y a un moment, j'étais à une conférence à Barcelone et j'étais passé 1 heure, même 2 heures. Non, je voulais passer 1 heure et j'y ai passé 3 heures. Je suis parvenu à rentrer dans le chantier de la Sagrada Familia de Gaudi et je me suis assis. Et j'ai discuté avec les ouvriers, avec un mot vague espagnol ou catalan. Mais surtout, je me suis assis et j'ai regardé. Et je me souviens de ce moment-là. Je me suis dit, au fond, ça fait des années que j'ai pas fait ça. Ah oui, quand même. Donc Et alors aujourd'hui, j'essaie de le faire. Par exemple, aujourd'hui, j'essaie quand même de m'arrêter 1 heure à midi, mettre dans mon jardin parce que je travaille à la maison. Et donc, de me dire, il y a un moment, il faut faire le break. Mais c'est pas facile. Quand on est passionné, on continue. Et puis à un moment, on est un peu rattrapé par toutes les choses qu'on a lancées. J'en ai probablement toujours lancé trop à la fois. Et voilà. Mais bon, ça... Et en même temps, quand on fait ce qu'on aime... on ne compte qu'on pas. Appelle ça On ne compte pas. On ne compte pas, oui, mais est-ce que c'est vraiment du travail? C'est toujours la question que je me suis posée. Je ne sais plus qui disait trouver quelque chose que vous aimez, une activité qui vous passionne et que vous ne travaillerez jamais 1 seule heure dans votre vie. Je ne sais plus de qui ça vient, mais... Oui, mais par contre, il faut faire attention parce que très souvent, en tant qu'architecte, parce que le métier d'architecte est très souvent mal payé, pour le nombre d'heures qu'on passe sur un projet et ce que ça rémunère, il ne faut pas faire le compte de ce qu'on gagne par heure. On dit oui, mais enfin, ça vous plaît ce que vous faites. Moi, quand je travaille en réunion, que je trouve une solution et que je fais un croquis, je dessine quelque chose, etc. Et il y a le client qui dit au bout du compte, si je lui disais, voilà, ça pour l'idée ici, et j'ai résolu votre projet, c'est 15 000 €, il va dire, attends, t'as fait ça en 10 minutes. Bon, il y a l'expérience, le background. Alors voilà, alors moi j'ai toujours l'exemple que quand je me suis fait opérer des dents de sagesse quand j'avais 18 ans, j'ai été revoir le chirurgien après quand il m'a envoyé la note, je ne sais plus combien c'était en francs belges, mais c'était beaucoup. Et j'ai dit, écoute, ça fait quand même cher le quart d'heure d'opération, quoi. Et il m'a simplement dit, t'aurais préféré que ça dure 3 heures? C'est pas faux. Et là, c'est sûr que non. Non, mais c'est sûr. J'avais aussi l'exemple de quelqu'un qui cherchait
C'est un ami, Pierre Gilbert, qui m'expliquait ça. Il y a des personnes qui cherchaient un nom pour une société. Ouais. Et il y a une personne qui était là, donc c'est le métier, c'était un ami. Et je crois qu'il a trouvé le nom en 10 minutes. Et puis après, il a fait, ben voilà, t'es un ami, je ne devais pas payer, mais normalement, c'est 25 000 euros. Et il dit, quoi? Mais ça t'a pris 10 minutes. Oui. Mais ton nom va te rapporter autant, c'est une marque, et moi, c'est tout mon background qu'il y a derrière. C'est 30 ans d'études, de réflexion, on se rend pas compte, et finalement, c'est peut-être plus le résultat qui compte que... Enfin bon, bref, là aussi, on pourrait repartir pendant des heures. Tu nous as déjà parlé de l'émission de Seaspiracy, donc ça, je mettrai aussi le lien. C'est Netflix, tout le monde peut le trouver. Est-ce qu'il y a un livre que tu pourrais recommander à nos auditeurs? C'est pas obligatoirement un livre sur l'architecture, hein, ça peut être un livre qui t'a passionné ou qui t'a aidé. Alors, j'ai toujours du mal avec le nom de l'auteur, mais le bouquin, tu pourras peut-être le retrouver pour trouver le lien. C'est Utopia for Realists. De Rutger Bregman, je crois, qui est un philosophe hollandais qui a écrit plusieurs livres, et je les ai tous lus. J'ai une très mauvaise mémoire, donc, c'est assez génial. Oui, le deuxième, c'est Humankind, Humanité en français. C'est une vision très positive, mais surtout très logique. Alors parfois, on peut se dire, tiens, il est communiste, ou il est ceci, ou il est cela. En fait, parce que quand il parle comment on appelle ça, du revenu pour tous, de revenu de base pour universel. Tous, voilà, revenu universel, qu'il l'explique, ça paraît tellement évident. Moi qui ai travaillé en ONG, et même si c'était pas très longtemps, et on l'a fait avec notre propre argent, parce qu'on n'était pas bon pour lever de l'argent, on en a levé un petit peu, mais pas grand-chose. C'était le fait que parfois il vaut mieux donner 5 000 euros à un sans-abri et lui dire « tu te démerdes », que de payer 5 000 euros quelqu'un qui va essayer de le suivre et qui va le maintenir comme un sans-abri assisté. Et ça marche peut-être pas toujours, mais il donne quand même énormément de preuves du fait que quand on donne aux gens l'occasion de s'en sortir, ils le font. Et ils vont pas forcément aller tout boire ou tout jouer au casino. Et donc, c'est le bouquin Humankind ou Humanité. Ce que j'aime bien en anglais, c'est Humankind. Il l'a mis en 2 mots. Humankind, donc humain, gentil. Quoi. Ça marche pas en français, évidemment. Mais c'est assez extraordinaire parce que d'abord, ça se lit comme un roman, alors que c'est de la philosophie. Enfin, c'est vraiment une analyse de la société. Et il faut lire les 2 bouquins. Moi, j'ai lu d'abord le plus récent, qui était Humankind, et puis Utopia for Realists. Et c'est assez amusant parce que une des raisons pour lesquelles j'ai choisi ce bouquin, parce que ma fille m'a toujours dit, en fait, toi, tu es un utopiste réaliste. Et elle m'a dit ça bien avant ce bouquin. Donc, quand je lui ai montré ce bouquin, qu'elle a lu aussi d'ailleurs depuis, je me suis dit, tiens, ça doit être pour moi. Et honnêtement, je conseille vraiment de lire ça. Ok, là, on mettra les liens aussi dans l'article. Pour aller retrouver tout ça, c'est sur rspct.io. Et si vous voulez recevoir tout ça dans votre boîte mail une fois tous les 15 jours, abonnez-vous à notre newsletter. Moi, je vais te remercier, Steven, parce que là, on a déjà passé un bon... oui, ça fait presque 1 heure. Donc, timing respecté. On avait dit qu'on ne prendrait pas plus d'1 heure. Super. Je te remercie beaucoup pour ton temps. Avec plaisir. J'ai pris énormément de plaisir à faire cet entretien avec toi et j'espère que les auditeurs en auront autant à l'écouter. Dernière petite question, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite? Beaucoup de beaux projets. Beaucoup de beaux projets et des projets privés aussi. Voilà, et des projets privés, oui. Voilà. Enfin bon, je suis pas à plaindre non plus. On vit bien et on a des chouettes enfants. On vit dans un chouette quartier, dans un pays où il n'y a pas de guerre, dans un pays où honnêtement, même si c'est un peu le bazar au niveau politique, etc. Je crois qu'on est quand même dans ce que Rutger Bregman, si je me souviens bien de son nom, appelle le pays de cocagne. Ouais. C'est le mot de la fin. C'est vrai qu'on est bien ici et je te souhaite une excellente journée et ainsi qu'à nos auditeurs. C'était Xavier pour Respect et je vous dis au revoir et à très bientôt.
cet épisode vous a plu, pensez à le partager à 3 personnes. Et surtout, laissez-nous une note 5 étoiles et un commentaire positif. Ça aide ce podcast à être plus visible. Pour être informé des prochains épisodes, rien de plus simple, abonnez-vous. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. À bientôt. Au revoir.